Dans cette partie du vidéo tutoriel, nous allons explorer le langage OCML, donc le script pour extraire des informations d'OpenClinic GA afin de rapporter des données agrégées dans le DHIS2. Et cette partie est conçue comme un apprentissage par la pratique. Nous allons d'abord voir ou regarder un canevas DHIS2 qui s'appelle Registre démo, que vous avez déjà vu lors de l'introduction. Et on va également utiliser un document clinique ou une transaction, si vous voulez, qui s'appelle Formation Registre des cas de programmiose dans OpenClinic GA. Et donc c'est dans ce registre-là, ou dans ce document clinique, que nous allons renseigner des données, des informations qui doivent par après être rapportées dans le canevas DHIS2 Registre démo. Pour rappel, le registre démo dans le DHIS2 peut être consulté. Donc vous prenez votre login, vous entrez dans le système DHIS2 et puis ici dans l'application saisie de données, vous allez voir que pour votre centre de santé qui correspond à votre login, vous avez ici un registre démo qui est sélectionné par défaut parce que c'est pour l'instant le seul registre qui se trouve là-dedans. Et on peut prendre une période, prenons avril 2024, et vous allez voir que là il y a un canevas dans lequel on va pouvoir renseigner des données. Peut-être pour commencer, c'est une bonne idée de vider les différentes cases, donc qu'on n'ait aucune valeur dans le canevas pour la programmiose. On voit qu'il y a donc deux éléments de données à rapporter, les cas de programmiose chronique confirmés et les cas de programmiose traités. Et ces données doivent être renseignées pour les hommes et pour les femmes. Ça, c'est le côté du canevas DHIS2. Alors, dans OpenClinic, ce que nous allons utiliser, vous avez en principe lié votre formulaire programmiose à un service. Donc, si je passe par le menu Système, Gestion et puis Examen par service, je peux prendre un service. Je vais modifier et donc ici, tout à fait en bas, il y avait l'écran Formation Registre des cas de programmiose qui devait être lié à mon service. Ça veut dire que désormais, si je vais prendre un patient, je prends ici femme enceinte, quand je vais ajouter un nouveau document, je vais voir que le formulaire dans mon service clinique, le formulaire formation registre des cas de programmiose est également présent. Et quand je regarde le contenu de ce registre, je n'ai pas de contact ici, c'est pas grave, je vois que je vais pouvoir renseigner si un patient est un cas confirmé de programmiose ou s'il s'agit d'un cas traité, oui ou non. Et bon, les deux informations peuvent évidemment être renseignées ici. Ce formulaire se trouve dans le répertoire Training et puis s'appelle Manage Registry Programmiosis.jsp. Donc le code de ce formulaire, on va également pouvoir le trouver dans notre environnement OpenClinic où je vais aller regarder dans Training, le répertoire Training ici. Et là, je vois qu'il y a un document Manage Registry Programmiosis.jsp. Quand j'ouvre ce document, c'est là-dedans que vous allez retrouver ce que vous avez déjà fait avant, évidemment. Vous avez déjà fait des exercices similaires sur la création de ces formulaires. On va voir que c'est un formulaire classique où on a ajouté ici un morceau de code où on va avoir les deux
éléments ou les deux items. Il y a un item qui est un item type confirmed case qui est conçu comme des radio buttons, default radio buttons, et où on va pouvoir répondre oui ou non. Et le deuxième item, c'était treated case, ou donc ici item type treated case, et avec également des radio buttons. Pour le reste, c'est un formulaire très standard. Donc on aura besoin pour les exercices évidemment des item types qui sont utilisés dans ce document. Nous avons déjà vu comment un dataset ou un ensemble de données a été défini dans le DHIS2. Et en fait, on va retrouver le concept ou un concept similaire dans le langage OCML. Le dataset, c'est le niveau le plus haut dans le langage OCML. Donc on a évidemment les deux balises DHIS2 qui vont englober le tout, mais dans les deux balises DHIS2, on va trouver une série de datasets. Et un dataset dans OCML, c'est en fait une série de sections, ou des balises si vous voulez, qui portent le nom dataset et qui ont tous le même attribut. L'attribut UID. Le UID, ça correspond en fait à l'identifiant unique du dataset dans le DHIS2. Et donc si j'ai plusieurs sections dataset dans un document OCML qui portent tous le même UID, ça veut dire qu'ils vont former ensemble le dataset qui va être utilisé pour créer un data value set à envoyer dans le DHIS2. Et comme j'ai dit, c'est une série de sections, une série de balises. On va avoir deux types de balises dataset là-dedans. Un premier type, ce sont ce qu'on appelle des titres, et ce sont en fait des sections qui sont seulement utilisées pour l'affichage d'un titre, d'une information, d'une intitulé sur l'écran quand on va afficher les résultats du dataset. Ce n'est pas utilisé, donc les titres ne sont pas utilisés pour les data value sets qui vont être envoyés vers le DHIS2. C'est juste pour l'affichage. Et donc les datasets qui ont l'attribut type égal à title, ça ce sont des datasets de type titre. Un deuxième type de dataset, ce sont les sections ou les balises dataset de données. Ces sections-là vont effectivement générer des données agrégées qui vont alors être envoyées dans un data value set au DHIS2. Donc ça, ce sont les sections qui vont définir l'extraction de données proprement dites. Et donc là-dedans, dans les datasets de données, il y a encore différents sous-types. Donc on peut avoir un dataset de type item ou de encounter. Ça, c'est les deux qui sont le plus souvent utilisés. Il y en a encore d'autres qui sont moins souvent utilisés, comme Technical Activity, Last Transaction Item, Lab, Pharmacy ou Plugin. Mais donc nous, on va se limiter pendant le cours aux attributs type égal à item et encounter. Item, ça veut dire qu'on va avoir un dataset qui va aller chercher des items qui se trouvent dans la base de données OpenClinic pour une période définie et des items qui vont répondre à un certain nombre de critères. Par exemple, des items qui ont un certain type d'item ou qui appartiennent à une transaction qui a un certain type de transaction. Les datasets de type encounter sont en fait des datasets qui vont aller rechercher des informations de contact. Donc là, on va pouvoir spécifier quel
Est-ce que ça doit être un type de contact consultation ou hospitalisation? Est-ce qu'il va s'agir d'un patient qui entre, un patient qui sort, et ainsi de suite. Donc là, ce sont deux types de recherche qu'on va pouvoir faire. La recherche sur base d'un item va rechercher surtout des données, des informations cliniques, des informations du dossier patient, du dossier médical. Les recherches encounter vont plutôt faire des recherches administratives dans la base de données. Et donc, dans un dataset, dans OCML, je vais pouvoir avoir un mélange de différents datasets avec différents types. Donc typiquement ça commence avec un titre qui va définir l'intitulé d'une section, et puis ça va être suivi par une série de datasets de type données, et donc item ou bien encounter, qui vont générer des données agrégées qui vont avec ce dataset. Alors, un dataset de type titre va avoir quelques attributs. Évidemment, le type est égal à title, ça on avait déjà vu. Et puis, il aura également un attribut label. Le label, c'est en fait le texte du titre, donc l'intitulé elle-même. Et puis, il y aura un UID, c'est le UID qui est utilisé pour le dataset dans le DHIS2. Il n'y a pas d'éléments ou des sous-éléments dans un dataset de type titre. Donc, ça veut dire, un exemple ici, je vais avoir quelque chose comme dataset, ça c'est la balise, label, puis c'est la dénomination, par exemple, un registre démo suivi de la programmiose. Et puis, le type ici, évidemment, c'est title, et le UID, c'est l'identifiant du dataset qu'on avait retrouvé dans le DHIS2 à travers l'une ou l'autre méthode. Donc on avait l'explorateur DHIS2 qu'on pouvait utiliser, ou bien on pouvait utiliser le bouton droite et le inspect dans l'écran du DHIS2. Dans ce cas-ci, donc quand je regarde ici cette UID, ça vient en fait, quand je regarde dans mon OpenClinic, si je vais aller dans gestion explorateur du DHIS2, je vais chercher mon ensemble de données ou le dataset démo, et donc là je vois ici l'identifiant de mon registre démo. Si je clique dessus, je vais toujours l'avoir. Donc ça, c'est l'identifiant de mon registre démo, et c'est effectivement l'identifiant que j'ai utilisé ici. Donc ça, c'est pour le dataset de type titre. C'est quelque chose de simple, mais ce qui va suivre est un peu moins simple. Les datasets de type données, et donc on va commencer d'abord avec un dataset de type item, donc c'est un dataset donné, mais de type item. Avec ce dataset-là, OpenClinic va aller chercher, il ne va pas seulement, comme pour le titre, afficher du texte, mais il va aller chercher des données qui répondent à des critères définis dans la balise pour une période qui va être choisie. Et dans un dataset de type données, je vais avoir également un nombre d'attributs. Évidemment, le type ici est item. C'est justement ce cas de figure-là qu'on est en train de regarder. On va également avoir un label, donc c'est le texte de cette section. Il faut faire attention, ce texte doit être différent du titre qu'on avait spécifié auparavant. Sinon, il y aura la confusion entre les deux pour l'application OpenClinic. Donc, on doit ajouter quelque chose, on doit, même si on ajoute un 1 ou 2 ou 3, ou bien des précisions supplémentaires, tout est bon tant que le titre n'est pas exactement le même ici que la libellée de ce dataset.
Le UID, ça va également être le UID du dataset dans le DHIS2. Donc, ce sera exactement le même UID que celui qu'on a utilisé pour le titre. Et puis, pour un item, on peut spécifier un transaction type. C'est en fait le type de transaction qu'on veut aller chercher dans la base de données. Donc, si je veux utiliser le OCML pour aller chercher des informations, des données agrégées pour la période du mois d'avril, si je vais spécifier ici un type de transaction, le système va aller chercher toutes les transactions de ce type-là dans le mois d'avril. Évidemment, si je cherche seulement sur base de transactions, il va me renvoyer tous les items qui font partie de ces transactions. Je peux donc encore filtrer plus loin. Je peux dire que je veux seulement aller rechercher un item type, un type d'item bien spécifique. Et donc là, je vais mettre le type d'item qu'il faudra chercher. Ceci est optionnel, mais si je le spécifie, évidemment, le nombre d'items qui vont être retrouvés va être plus restreint, ça va être plus petit, et ça veut dire que le script va pouvoir être exécuté un peu plus vite. Et puis, j'ai encore un autre attribut que je peux ajouter, qui est le encounter type. Et le encounter type va permettre de spécifier, par exemple, le type de contact auquel je veux limiter ma recherche. Si je veux seulement chercher dans les consultations, je vais spécifier ici le encounter type égale à visit. Si je veux seulement chercher dans les hospitalisations, je vais spécifier que le encounter type est égal à admission. Ceci est également optionnel. Et donc ça, c'est déjà la base, les attributs du dataset, c'est la base de la recherche. Donc il va d'abord faire une première recherche, et si je vais aller chercher par exemple un transaction type suivi de la lèpre et qu'il n'y a eu aucun cas de lèpre dans la période étudiée, ben, ça veut dire qu'il ne va plus faire le reste des calculs ou des analyses. Il fera seulement les calculs qui vont être définis plus loin sur les items et les transactions qu'il va retrouver ici sur base des différents attributs qui ont été spécifiés pour le dataset. Et à l'intérieur de ce dataset, je vais encore pouvoir spécifier d'autres éléments. Il y a 3 éléments qui vont pouvoir être spécifiés. Il y a l'attribute option combo, il y a la category option combo et il y a un nombre de data elements. L'attribute option combo va nous aider à identifier ou à limiter la recherche et les calculs pour un ou plusieurs services spécifiques. Le Category Option Combo va nous permettre de faire la désagrégation par exemple, par âge, par tranche d'âge, par sexe, par provenance du patient, etc. Et en fait, l'attribute Option Combo fait la même chose. Hein, donc, il fait la désagrégation. Si je dis, voilà, je veux avoir la désagrégation pour tel et tel et tel et tel service, il va faire les calculs pour chaque service qui a été spécifié ici. Et dans les data elements, on va identifier les différents data elements qui doivent être recherchés dans la base de données OpenClinic. Et donc les résultats de ce data element vont alors être désagrégés suivant les différentes catégories options et les différents attributes options qui ont été spécifiés ici plus haut. Quand je regarde ça, sans avoir spécifié un attribute option combo, un category option combo ou des data elements, le dataset de type données et donc de type item va se présenter comme ceci. Donc j'ai le dataset, j'ai toujours une libellée, mais ici j'ai dit, voilà, la libellée registre démo, les cas par sexe. Donc ça, l'intitulé est effectivement différent de ce que j'avais ici, registre démo suivi de la programmiose. Donc là, il n'y a pas de souci. Le type, cette fois-ci, c'est item.
Et j'ai ajouté encore les attributs transaction type, ça veut dire que je veux seulement aller chercher des items dans le type de transaction training programmiosis, c'est en fait le type de transaction qui correspond à notre formulaire ou notre document de registre de programmiose, donc le registre des mots. Je spécifie également le type d'item que je veux rechercher, donc je vais seulement aller rechercher ici le Encounter UID. C'est en fait l'identifiant du contact auquel le document de suivi ou de programmiose a été rattaché. Donc, ça veut dire que pour la période que je vais définir, il va seulement aller rechercher les items qui contiennent le Encounter UID pour ce type de transaction, donc pour les registres de programmiose. Donc, c'est la seule chose qui va retourner, et c'est sur base de ces éléments qui sont retournés que le système va faire les calculs et la désagrégation sur base des balises qui vont avoir été définies ici plus loin. Le UID que j'utilise ici, c'est évidemment exactement le même que celui que j'avais utilisé pour le titre. Ça indique à OpenClinic que ce sont deux sections de dataset qui vont ensemble et qui donc forment une seule réponse qu'il faudra envoyer au DHIS2. Alors quand je regarde ici à l'intérieur donc de mon dataset, donc j'ai les trois éléments encore, j'ai d'abord Attribute Option Combo. Alors l'Attribute Option Combo, comme j'avais dit, ça permet de spécifier les services à considérer comme critères de désagrégation. Ou bien, si je ne veux pas désagréger par service, ce qui va être le cas pour notre premier exemple, je peux simplement spécifier ici une valeur par défaut. Attention, la valeur par défaut ne peut pas être définie par OpenClinic, c'est le DHIS2 qui prévoit une valeur par défaut pour toutes les Attribute Option Combo qui n'ont pas été spécifiés sous forme d'une liste de services. Et donc, l'attribut de cet élément, ça va être ou bien Department, si c'est Department, ça veut dire que c'est une liste de services qui va suivre, ou bien c'est Default, dans ce cas-là, je vais avoir un seul UID pour l'Attribute Option Combo. Et à l'intérieur de l'élément Attribute Option Combo, je peux encore avoir une ou plusieurs balises options avec les attributs suivants, ou bien, ça c'est obligatoire, un UID, c'est donc l'identifiant du service dans le DHIS2, s'il s'agit d'un service particulier, ou bien le UID par défaut qui a été défini par le DHIS2 qu'on va reprendre ici. Donc dans notre cas, comme on ne spécifie pas des services, on prend un Attribute Option Combo Default, je vais utiliser ici le UID par défaut du DHIS2. Et puis j'ai encore un nom que je peux donner, c'est la dénomination de cette option, c'est optionnel, mais donc si je vais le spécifier, ça peut être affiché alors à l'écran. Et donc ici, bon, je mets Default parce que c'est la valeur par défaut, mais si ce serait un service, je vais évidemment mettre ici le nom du service. Et donc là, c'est un exemple d'un Attribute Option Combo. Il y a également une Category Option Combo. Donc ça, c'est le deuxième élément qu'on peut trouver dans un dataset. Et le Category Option Combo va spécifier les critères de désagrégation, par exemple des tranches d'âge et sexe, donc combinaison, l'origine du patient, l'évolution du patient lors de la prise en charge, etc. Donc ça, c'est différents critères qui sont couramment utilisés. Certainement les tranches d'âge et le sexe, d'où vient le patient et comment a évolué le patient. Donc les patients qui sont guéris, les patients qui sont décédés,
on veut avoir souvent les résultats des données agrégées selon ces différentes catégories de patients. Les attributs d'un catégorie option combo peuvent être age, gender. Age, c'est en fait l'âge. Donc, age, gender, c'est la combinaison de âge et sexe. Origin, c'est l'origine du patient. Est-ce qu'il vient de son domicile? Est-ce qu'il a été référé par un centre de santé, par exemple? Et outcome, ça c'est l'évolution du patient. Quelqu'un qui s'est enfui, ou le patient est retourné à la maison, il a été référé, il est décédé, etc. Alors, à l'intérieur du catégorie Option Combo, je vais de nouveau avoir des options. Et ces options vont spécifier les différentes catégories de désagrégation. Donc, par exemple, si je vais avoir une désagrégation par sexe, je vais avoir deux catégories, une catégorie homme et une catégorie femme. Si j'ai des tranches d'âge, je vais avoir une option avec un identifiant spécifique pour chaque tranche d'âge pour laquelle je veux désagréger les données, donc mes résultats. Alors, chaque option peut avoir différents attributs. Le UID est obligatoire, et donc là, c'est le UID de cette option comme ça a été défini par le DHIS2. Le min, ça c'est l'âge minimal en année, et donc ça, évidemment, ça s'applique seulement dans le cas où le type ici est age ou age gender, parce que c'est là qu'on va traiter l'âge. Donc, l'âge minimal pour une tranche d'âge. Max, c'est l'âge maximal en année pour une tranche d'âge. Donc, si je dis ici de 0 à 999, ça veut dire que je vais prendre tous les patients, parce que c'est les patients entre 0 ans et 999 ans, donc c'est tout le monde. Les âges peuvent également être spécifiés en décimales. Donc, si je veux avoir les patients entre 0 et 1 mois, ou de 0 à 1 mois, je vais devoir utiliser des décimales parce que là, ce sera minimal 0 et maximal, ce sera 1 divisé par 12, donc un douzième d'une année. Donc, ça va être une valeur décimale, 0,08 quelque chose probablement. Le gender, ça c'est le sexe, seulement si le type est age gender, parce que c'est seulement dans ce type de catégorie option qu'on va traiter également le sexe du patient. Ça peut être M, F ou bien MF. Si c'est M, ça veut dire seulement masculin, F c'est féminin, MF ça veut dire que masculin ou féminin. Donc ça veut dire tout le monde. Donc le MF pour gender, c'est la même chose que le 0 et 999 pour les âges. C'est également un critère optionnel. Donc si je ne le spécifie pas, il ne sera pas traité. La valeur, donc le value, ça c'est quelque chose qui va être utilisé seulement pour le code d'origine ou outcome. Donc si je dis ici que le type est origine ou outcome, je vais devoir dire à quelle valeur de origine, provenance, ou de évolution, outcome, la valeur doit correspondre dans OpenClinic pour être reprise dans cette catégorie de désagrégation. Et puis le nom, ça c'est la dénomination de cette catégorie de désagrégation. Donc on a ici homme ou femme. Donc les hommes, ce sont tous ceux entre 0 et 999 ans de sexe masculin. Les femmes, c'est de 0 à 999 ans, mais de sexe féminin. Comme ça, je peux créer un nombre quasi illimité, évidemment, de tranches d'âge. Ici, c'est un exemple assez simple. Plus tard dans la formation, on va voir des exemples un peu plus complexes. Et donc là, j'ai déjà vu deux des éléments.
Maintenant, on va passer au troisième élément qui est le data element. Donc, c'est en fait un conteneur qui s'appelle data elements et à l'intérieur de data elements, on va trouver des balises data element. Et un data element, ça spécifie une donnée agrégée qui doit être extraite de OpenClinic. Et donc, si je vais par exemple vouloir compter le nombre de patients qui ont eu le diagnostic de malaria, je vais aller chercher les items diagnostiques qui contiennent le code de malaria dans OpenClinic et je vais avoir un résultat pour ma période, par exemple 150 cas, mais si j'ai spécifié dans la catégorie option qu'il faut séparer ça en hommes et femmes, les 150 cas vont être répartis sur les catégories hommes et femmes. Ou bien si ça devait être par tranche d'âge, les 150 cas vont être répartis sur les différentes tranches d'âge. Alors, comment je vais spécifier quelle est la donnée qu'il faut aller extraire? On va le faire à travers de différents attributs et d'éléments. Les éléments d'un data element, il y en a plusieurs, enfin, ou les attributs d'un data element, il y en a plusieurs. Et le premier, c'est unique. Si je ne spécifie pas ça, c'est optionnel. Ça veut dire que chaque valeur qui va avoir été retrouvée dans la base de données va être considérée. Donc, si j'ai 150 diagnostics de malaria, je vais avoir 150 valeurs. Mais par contre, si j'ai spécifié ici que ça doit être des valeurs seulement pour des contacts uniques, je spécifie ici que c'est égal à encounters, et bien si pour certains contacts, j'ai enregistré 2 ou 3 fois le diagnostic malaria, ça ne va pas être compté 2 ou 3 fois. Parce que le système va considérer que les 2 ou les 3 diagnostics appartiennent au même contact. Et donc, j'ai spécifié ici que je veux seulement compter les contacts. Donc, les 3 diagnostics vont être comptés une seule fois parce qu'ils appartiennent tous au même contact. Ce qui est beaucoup plus logique, évidemment, dans le cas, par exemple, d'un diagnostic. On ne va pas poser 3 ou 4 fois le même diagnostic dans un même contact. Si je spécifie que c'est transaction, en fait, on va seulement enregistrer le nombre de transactions dans lesquelles appartiennent ou apparaissent certains items. Donc, si je reprends mon exemple de diagnostic, si dans le même document, dans le même formulaire, j'ai enregistré 2 fois le diagnostic de malaria, il va être compté seulement une fois parce que les 2 appartiennent à la même transaction. Mais si j'ai enregistré ça dans différentes transactions, même si ça appartient au même contact, si le critère unique c'est égal à transaction, si c'est différentes transactions, il va compter chaque transaction. Il y a encore un autre élément ou une autre valeur pour unique qui est disponible, c'est patient. Ça veut dire on va seulement compter le nombre de patients uniques. Donc si j'ai enregistré le diagnostic malaria pour plusieurs différents contacts, donc par exemple le patient est venu au début du mois, il est venu également à la fin du mois, 2 fois j'ai posé le diagnostic de malaria, si j'ai dit que je veux seulement avoir les patients uniques, ce sera seulement compté une seule fois parce que les 2 appartiennent au même patient. Le deuxième attribut, c'est calculate. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire avec les données qu'on retrouve dans la base de données. La valeur la plus utilisée, c'est item count. C'est simplement, on va aller compter le nombre de items ou plutôt de data elements qui correspondent aux critères de recherche. Donc ici, si je dis que je vais aller chercher le diagnostic de malaria, ben avec item count, il va simplement compter le nombre de diagnostics de malaria qui ont été enregistrés dans la période définie. Il y en a d'autres qui sont utilisés dans des cas plus exceptionnels. On ne va pas les traiter pendant le cours, mais donc c'est par exemple Total Beds, Total Admission Days plus. Ça va par exemple calculer
pour les cas de malaria, hein, si je prends cet exemple-là, le nombre de jours d'admission, donc le jour d'hospitalisation que ça représente. Mais donc ici, nous, on va se limiter à item count. Items needed, ça, si je vais définir dans mon data element qu'il faut aller chercher plusieurs items, je peux spécifier qu'il y a seulement un certain nombre d'items qui doivent être trouvés. Par exemple, je peux aller chercher les cas de malaria. Mais dans ma base de données, j'ai enregistré des cas de malaria dus au falciparum, donc Plasmodium falciparum. J'ai des cas de malaria qui sont causés par le Plasmodium malariae. J'en ai des cas par malaria ovale, etc. Donc, je peux avoir différents diagnostics qui en réalité correspondent tous à un cas de malaria. Alors, dans mes items, je vais pouvoir spécifier tous les diagnostics qui correspondent à un cas, mais je ne dois pas avoir tous ces diagnostics différents pour pouvoir parler d'un cas de malaria. Dans ce cas-là, je vais dire items needed égale à 1. Parce que dès que je trouve un de ces diagnostics dans la liste qui ont été spécifiés, ça veut dire que je peux considérer le cas comme un cas de malaria et donc je vais le prendre en compte. Si je ne spécifie pas le items needed, pour OpenClinic, tous les items qui ont été spécifiés dans le data element doivent être présents avant d'être comptés. Finalement, je peux également ajouter une libellée à un data element. Et une libellée, c'est une intitulée. Donc, c'est quelque chose, une dénomination pour l'élément de données. Par exemple, nombre de cas de malaria. Ça, c'est simplement la phrase. Et le UID, ça va être l'identifiant de l'élément de données dans le DHIS2. Donc, si j'ai un élément de données nombre de cas de malaria, cet élément de données va avoir un UID dans DHIS2, c'est le UID que je dois mentionner ici. Ce sont en fait ces UID qui font le pont entre OpenClinic et le DHIS2. Et donc ça c'est seulement des attributs, et puis dans les éléments, je vais spécifier quelles sont les informations qui doivent être recherchées pour le data element en question. Alors, un item dans un data element, donc qui spécifie ce qu'il faut aller rechercher, donc c'est la spécification comme critère de recherche pour un data element. Ça a également quelques attributs. D'abord, le premier attribut, c'est same transaction. Ça veut dire la même transaction. Si on met ça égal à 1, alors ça veut dire que OpenClinic va aller chercher l'item spécifié dans la même transaction que celle qui a été retrouvée dans la spécification du dataset. Vous vous souvenez peut-être encore ici, dans le dataset, on avait dit qu'il faut par exemple aller chercher les transactions de training programmiosis et là-dedans des items Encounter UID. Donc il va seulement me retourner les Encounter UID, donc les items Encounter UID. Alors, si je dis ici que ça doit être un item de la même transaction, je vais alors rechercher cet item dans la même transaction que celle du Encounter UID que j'ai retrouvé dans mon dataset. Mandatory, ça c'est égal à 1 si l'item en question est obligatoire. Pourquoi le spécifier? Par exemple, on peut avoir spécifié ici avant que le nombre d'items qui sont nécessaires est égal à 2. Et je spécifie 4 différents items possibles. Ça veut dire que je vais avoir besoin de 2 items des 4 qui sont spécifiés pour prendre en compte l'élément de données. Mais si je mets pour un certain item que celui-là il est obligatoire, ça veut dire que
cet item-là doit toujours faire partie des deux que je dois retrouver. Voilà. Ça, c'est pour avoir un peu plus de souplesse ou de finesse dans la définition. Les deux autres valeurs ici, ou les deux autres attributs, sont plus importants. Le premier ici, c'est le item type. Ça, c'est le type d'item que je vais aller rechercher dans la transaction. Si j'ai dit que c'est same transaction, ça doit se trouver alors dans la même transaction que l'item que j'ai retrouvé. Si je n'ai pas spécifié ça, il va seulement aller chercher l'item pour le même patient dans la période analysée. Donc, il ne va pas se limiter à la même transaction. Mais donc, si je veux que ça se trouve dans le même formulaire, je vais devoir spécifier same transaction. Et puis, j'ai le item value. Ça, c'est la valeur de l'item qui doit être présente comme critère de recherche. Si je dis, voilà, ici, un cas confirmé doit être égal à 1, et puis j'ai ici, entre accolades, le SEM. Ça, c'est en fait le symbole pour semicolon, donc c'est le point-virgule. Je vais vous montrer dans un instant d'où ça vient. Et donc ici, j'ai un exemple d'un item qui a été spécifié. Ça veut dire qu'il s'agit d'un item où je veux seulement compter les contacts uniques. Je vais compter les items qui sont retrouvés. Et mon cas ou ma libellé ici, mon intitulé, c'est le nombre de cas de programmiose confirmés. Le UID que j'utilise, c'est le UID que je retrouve dans le DHIS2. J'ai également dit ici que l'item, il doit venir de la même transaction, donc c'est same transaction égale à 1, et il doit être du type item type confirmed case, donc c'est les cas confirmés. Et la valeur, ça doit être un SEM. Alors, regardons un peu dans OpenClinic d'où ça vient, ces différentes valeurs. Mais d'abord, on va regarder l'exemple complet. Donc, si, avec ce qu'on a déjà vu, on voit ici un exemple complet pour ce script OCML qui va d'abord avoir comme titre registre démo suivi de la programmiose, et puis qui a un dataset, une section de données là-dedans qui sont les cas par sexe. Et puis, pour cela, il va aller chercher dans les transactions de type Training Programmiosis, et il va seulement aller chercher les Encounter UID. Et puis, il n'y a pas de Attribute Option Combo, donc on prend la valeur par défaut. La Category Option Combo, ça c'est Age Gender, donc il va faire la classification ou la désagrégation pour hommes et femmes. Et dans mes data elements, j'en ai un seul qui est le cas de programmiose confirmé avec cet identifiant-là, le UID, et qui va aller rechercher cet item type avec cette valeur ici. Alors, dans OpenClinic, quand je vais prendre un patient, je prends un patient qui a un contact ici, formation, enfin il a un contact et il a un enregistrement, formation registre des cas de programmiose. Si j'ouvre ce formulaire, je vois qu'il s'agit ici d'un cas confirmé, il a été enregistré comme un cas confirmé et c'est également un cas traité. Ça c'est la transaction que je vais avoir enregistrée dans la base de données. Et donc, si je vais voir, je regarde ici quel est l'identifiant de la transaction. Ça, c'est un petit astuce qui va vous permettre dans l'avenir aussi de savoir quelles sont les valeurs qu'il faut utiliser pour les items dans les scripts. Quand je regarde ici le Transaction ID, ça c'est l'identifiant de ma transaction. Je vais copier ceci et je vais dans mon éditeur SQL. Je vais ouvrir ma base de données. Je vais ici pour le query. Voilà, je vais utiliser OpenClinic, la base de données OpenClinic. On ne peut pas agrandir ici, non.
et je vais aller chercher les items pour la transaction ID qui est égale à cette valeur. Et donc si je vais aller chercher, je vais avoir les différents items qui se trouvent là-dedans. Et je vois que j'ai un item Encounter UID, ça c'est celui qui va être retrouvé au niveau de du dataset. Donc quand je retourne ici, c'est là qu'on voit le Encounter UID. Donc ici, donc le Encounter UID. Et puis, j'ai également des éléments qui se trouvent, ou des items qui se trouvent dedans. C'est le Item Type Confirmed Case et le Item Type Treated Case. Et quand je regarde ici la valeur, donc si je dis oui, c'est un cas confirmé, je vois que la valeur c'est 1 point virgule, donc 1 avec le point virgule derrière. En fait, c'est cette valeur-là que je dois aller rechercher pour pouvoir compter le nombre de cas confirmés, parce que ça, c'est les items pour lesquels on a coché dans je retourne ici, voilà, dans l'écran que j'ai coché oui. Si j'aurais coché non, je vais le faire ici, je sauvegarde. Quand je réexécute mon query ici, je vais voir que maintenant la valeur est devenue 0 point virgule. Donc je veux seulement avoir les cas où on a coché que c'est oui, et donc c'est un cas confirmé, donc où je vais avoir une valeur 1 point virgule. Alors dans le script, on ne met pas le point virgule parce que c'est un caractère réservé. On va remplacer ici le point virgule par le SEM, donc on met 1 et puis entre accolades SEM, qui est l'abréviation de sémicolon. Avec ce script-là, OpenClinic va pouvoir maintenant aller retrouver les informations dans la base de données OpenClinic. Alors, comment on va pouvoir utiliser le script? Donc, je vais le mettre ici. Donc, mon script, je vais copier. Et donc, le script qu'on avait, je vais le mettre ici. Je vous le laisse également ici à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir l'encoder vous-même dans vos propres environnements. Je vais peut-être un peu agrandir. Bon, ça, c'est pas utile. Et donc, ce script-là va pouvoir être exécuté maintenant par OpenClinic pour faire l'extraction des données. On va voir comment ça se passe. Si maintenant je vais dans Applications, Statistiques, et puis dans Statistiques, je vais ici en bas, j'ai dans Réseau communautaire d'indicateurs de santé, j'ai Rapport DHIS2. Quand je clique sur Rapport DHIS2, je vais choisir une période. Donc ici, je prends la période du mois d'avril. Je dis que c'est en format HTML et c'est le registre démo suivi de la programmiose que je veux avoir. En fait, OpenClinic va automatiquement analyser le fichier XML qu'on avait ici et va aller extraire les différents datasets qui ont été définis. Il voit ici que avec cette UID et cette UID là, c'est deux fois la même chose. Il va utiliser le titre ici, donc celui de type title, pour l'afficher dans cette liste-là. Si je vais ajouter par après encore d'autres datasets, il va citer également ces autres datasets ici dans la liste des datasets qui sont disponibles. Supposons que je dis oui, c'est celui-là que je veux exécuter. Je vais cliquer sur exécuter ici. Et le système va calculer, dans la base de données, il va aller chercher, il dit, voilà, j'ai trouvé un cas de programmiose confirmé. Avec ici le compteur, et en fait les chiffres sont automatiquement aussi des liens. Donc si je vais cliquer dessus, je vais automatiquement
avoir le dossier dans lequel on a retrouvé. Si je clique ici sur le numéro, je peux même ouvrir le dossier. Donc ça, pour par après vérifier la source de ces informations qui sont affichées ici, c'est quelque chose qui est très très pratique. Mais ici maintenant, j'ai seulement cette information affichée à mon écran. Évidemment, je veux aussi avoir cette information dans mon DHIS2. Mais dans mon formulaire du DHIS2, je vais, pour ne pas tricher, voilà, je vais réfléchir, j'ai encore rien. Ce que je pourrais faire évidemment, c'est prendre les chiffres ici, je dis, pour homme, cas de programmiose confirmé, je peux dire, ok, ici je vais également mettre une valeur 1. Et je vais simplement taper ça ici à la main. Ça va si c'est un petit formulaire comme celui-là. Mais si j'ai un formulaire avec des milliers de champs, ça devient un énorme travail et un travail qui va générer également des erreurs d'encodage. Alors, au lieu de le faire comme ça manuellement, la deuxième option, c'est de dire ici, dans mon DHIS2, quand j'ai... attends, je vais prendre ici encore. Voilà, je vais dans le rapport DHIS2. J'ai dit OK, le mois d'avril, registre des mots. Cette fois-ci, je ne vais pas l'envoyer en HTML à l'écran, mais je vais envoyer les résultats directement dans le serveur DHIS2. Si je clique ici sur exécuter, il va contacter le serveur DHIS2, il va envoyer les données et il me dit ici que OK, ça a été un succès. Donc pour le registre démo, cas par sexe, il a envoyé 338 bytes et je peux alors aller vérifier dans mon DHIS2. Je vais un peu changer ici de mois et je vois que la valeur a été enregistrée automatiquement dans le Canva DHIS2. Et ainsi, on a le cycle qui est complet pour la transmission des informations à partir d'OpenClinic dans le DHIS2. Voilà, comme exercice, essayez de faire fonctionner ce script OCML sur votre propre machine. Et une fois que c'est fait, on va passer à un autre exercice, un exercice où vous allez devoir modifier le script, parce que dans ce script-ci, on s'occupe actuellement seulement des cas de programmiose confirmés, bien que dans le DHIS2, il y a également les cas de programmiose traités. Et ces informations sont également enregistrées dans le registre. Donc on a également ici les cas traités qui sont enregistrés. Donc l'exercice que je vous donne, c'est que vous allez modifier le script ici, vous allez ajouter les informations nécessaires pour que les cas de programmiose traités soient également affichés, soient également comptés par OpenClinic. Et donc là, ça c'est l'exercice. Donc vous ajoutez le data element, nombre de cas traités, au script OCML afin de couvrir toutes les données à renseigner dans le Canva registre démo dans le DHIS2.